Moscou est plongé dans l'obscurité, et je le dis au sens propre comme au figuré. Au cours des derniers jours, l'Ukraine a envoyé plus de 2000 drones vers la capitale russe. Et le résultat, c'est quelque chose que Vladimir Poutine ne s'attendait vraiment pas à voir, dans le ciel de sa propre capitale. Les politiciens russes s'expriment désormais ouvertement contre lui. Certains vont même jusqu'à fuir le pays. Et les oligarques russes déplacent maintenant des milliards de dollars d'actifs hors de Russie, à une échelle qui a déclenché un effondrement boursier que la Russie n'avait pas connu depuis 1997. Par-dessus tout cela, des escadrons d'assassinats ukrainiens opèrent discrètement à l'intérieur de la Russie et mènent à bien des missions que le Kremlin ne peut pas empêcher. Donc Poutine vit terrifié dans son bunker. Il ne reçoit même pas de bonnes nouvelles du front. La Russie perd des avions de chasse et appareille à un rythme que le Kremlin ne peut pas expliquer. Et tout récemment, un bataillon entier de soldats russes est tombé dans un piège ukrainien et n'a eu d'autre choix que de se rendre sur le champ. Donc, dans cette vidéo, je veux vous expliquer ce qui se passe réellement en ce moment. Les drones, les oligarques qui fuient le pays, le krach boursier. Et bien sûr, l'ancien Premier ministre russe qui met publiquement en garde le monde contre Poutine. C'est un homme qui a réellement travaillé avec Poutine lorsqu'il était président de 2000 à 2004, et maintenant, il met tout le monde en garde contre Poutine et la direction dans laquelle il emmène la Russie. Comme vous le savez, je m'appelle Sam, et vous regardez Business Basics. Je souhaite aborder cette histoire sur le Premier ministre russe, car c'est la plus choquante que j'ai entendue depuis longtemps. Mais avant cela, nous devons parler de la plus grande actualité venant de Moscou. Et cela concerne les drones. La silhouette de Moscou, eh bien, elle n'est pas très belle à voir, sauf si vous êtes ukrainien. Et si nous voulons comprendre pourquoi les oligarques paniquent, pourquoi ils font leurs valises, nous devons comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, ce que vous voyez sur votre écran en ce moment, c'est la ligne d'horizon de Moscou il y a 2 nuits. La même chose s'est produite la nuit dernière aussi. En 3 jours, l'Ukraine a détruit Moscou 2 fois. C'est complètement fou à dire. Je doute que Poutine s'attendait à cela lorsqu'il a commencé cette guerre. Et voici à quoi ressemblait Moscou en sortant de l'aéroport. Regardez. Regardez ça. Il est étrange, on dirait qu'une apocalypse approche. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'un phénomène naturel, mais ce n'est pas le cas. C'est une frappe de drone ukrainien. Et ça continue pendant que vous regardez ceci. Nous allons donc analyser chaque frappe une par une. Regardons la première. Et voici ce que l'Ukraine a détruit lors de la première frappe qui a eu lieu le 18 juillet. D'abord, ils ont détruit un centre logistique Wildberries. Wildberries, maintenant, c'est un peu comme l'Amazon russe, mais c'est encore plus important que ça. Ils ont détruit un centre dans la région de Tambov. Ils ont détruit un dépôt de pétrole et un autre entrepôt de Wildberries dans la région de Moscou. Cela n'inclut pas la flotte fantôme que l'Ukraine cible en mer Noire et en mer d'Azov. Certains d'entre vous s'interrogent peut-être sur les raisons de l'attaque de l'Amazon russe par l'Ukraine. Nous en parlerons car cela a suscité beaucoup de controverses. Beaucoup de partisans russes disent que l'Ukraine vise désormais des entreprises civiles simplement parce qu'elle veut faire souffrir la Russie. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Avant de détailler, laissez-moi vous montrer les vidéos de cette frappe, pour que vous saisissiez la puissance de feu déployée par l'Ukraine. Ensuite, nous discuterons pourquoi l'Ukraine juge cette frappe si importante. Voici les vidéos auxquelles nous allons réagir, avec une nouvelle configuration et de nouvelles réactions. Voici donc le moment, le 18 juillet, où la première frappe contre l'entrepôt a eu lieu. Regardez. C'est un U ukrainien. Nous avons ces caméras ici. C'est un drone ukrainien. Nous avons d'autres angles. C'était un entrepôt immense. Si vous avez déjà vu un entrepôt Amazon, eh bien celui-ci était encore plus grand que les entrepôts Amazon habituels que l'on voit ici aux États-Unis. Et pratiquement tout le matériel, ou comment dire, toute la marchandise à l'intérieur de l'entrepôt a été détruite. Nous en parlerons bientôt, car cela pose un gros problème économique. Non seulement pour Wildberries, mais aussi pour une grande partie de la société russe. Comme je l'ai mentionné plus tôt,
La première attaque a eu lieu contre 2 entrepôts de Wildberry le 18 juillet, donc il y a environ 3 jours. Et puis une autre attaque a eu lieu juste hier dans un autre entrepôt ou centre logistique de Wildberries. Je pense que les noms sont interchangeables. Mais regardez. La nuit dernière, c'était une nuit très animée à Moscou parce que depuis un seul appartement, on pouvait voir tout ce que l'Ukraine faisait à 3 endroits différents. Regardez. Il y a quelque chose qui flambe là-bas. Il y a aussi quelque chose près de Domodedovo. Là-bas, Domodedovo aussi. Parlons de la controverse sur ces frappes. De nombreux Russes et leurs partisans affirment que l'Ukraine cible désormais uniquement les infrastructures civiles en Russie, ce qui constituerait un crime de guerre. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, car Wildberry n'est pas seulement une boutique en ligne que vous savez, les Russes utilisent simplement pour acheter leurs courses. Elle a des liens très étroits avec l'armée russe. Regardez cette capture d'écran du site web de Wildberry. Qu'est-ce que vous voyez ici? Voici une capture d'écran de ce qui est vendu actuellement sur Wildberries. Des systèmes pour larguer des bombes depuis des drones, du matériel militaire, des composants de drones et de l'équipement de combat sont en vente et achetés par des Russes pour être envoyés sur le front. N'importe qui, n'importe quel bénévole, toute personne qui veut aider les troupes sur les lignes de front, les troupes russes, peut acheter ces articles sur Wildberries et simplement les envoyer pour aider les soldats sur la ligne de front. Cela ne ressemble pas vraiment à du civil, mais ne me croyez pas sur parole. Après tout, je ne suis qu'un type pro-ukrainien, non? Écoutons les blogueurs de guerre pro-russes et voyons ce qu'ils disent à propos de cette frappe. Un blogueur pro-russe affirme qu'une grande quantité de biens militaires et à double usage sont vendus sur Wildberries. Les bénévoles achètent souvent là-bas des fournitures essentielles et liées aux opérations de combat. Donc, frapper l'entrepôt portera également un coup sérieux à la logistique du front et au mouvement des bénévoles. Voilà le résultat. Maintenant, je voudrais prendre un peu de temps pour parler de la légalité de cette frappe, au cas où quelqu'un voudrait débattre avec vous pour savoir si c'était légal ou non. Je ne sais pas pourquoi vous débattriez avec quelqu'un qui soutient le camp russe, mais néanmoins, selon le droit international, cet aveu à lui seul prouve essentiellement que Wildberry était une cible militaire légitime. L'Ukraine n'a pas besoin de prouver que chaque caisse à l'intérieur de cet entrepôt était une caisse militaire ou contenait des munitions. Ils ont seulement besoin de prouver que cet endroit ou ce centre logistique soutenait des activités militaires. Ils soutenaient la logistique militaire. Et s'ils le savent, eh bien, devinez quoi? Selon le droit international, cela en fait une cible légitime. C'est l'argument juridique. Mais maintenant, parlons de l'argument moral. Sur le plan moral, il y a un élément de contexte que beaucoup de gens oublient. Depuis 4, voire 5 ans, la Russie cible les entrepôts ukrainiens, les détaillants en ligne ukrainiens, les entreprises logistiques ukrainiennes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et à chaque fois, l'excuse russe est la même. Ils disent, eh bien, cette entreprise, cet endroit, cet entrepôt, ils travaillaient avec l'armée ukrainienne, ils aidaient les activités militaires ukrainiennes. Et c'est pour cela qu'ils étaient des cibles légitimes. C'est ce que la Russie répétait après chacune de ses frappes. Et devinez quoi? Maintenant, l'Ukraine leur fait simplement goûter à leur propre médecine. Et tout à coup, les Russes n'aiment pas le goût de leur propre médecine parce qu'ils se plaignent maintenant de crimes de guerre. En réalité, cela n'a rien à voir avec un crime de guerre. Et devinez quoi? C'est un coup tactique contre les activités russes sur le front. Mais cela crée aussi des problèmes économiques internes pour de nombreux Russes. Je vais vous expliquer. Écoutez cet extrait. Voici un commerçant russe qui explique des détails spécifiques qui étaient cachés dans les contrats Wildberry. Un contrat que Wildberry a modifié seulement 10 jours avant cette frappe. C'est presque comme s'il savait que quelque chose allait arriver, et qu'il voulait simplement se décharger de toute responsabilité. Maintenant, les commerçants russes se font avoir. Écoutez. Je viens d'atterrir dans la magnifique ville de Sochi, et j'apprends déjà qu'un entrepôt Wildberries a été réduit en miettes. Pas seulement un, mais plusieurs d'entre eux. Je me connecte à WB Partners, et qu'est-ce que je vois? Mon stock est à 0. Je reçois ensuite un message indiquant que Wildberries ne remboursera pas les vendeurs pour toute marchandise perdue si la perte est imputable à l'entreprise. Nous avons perdu 800 000 roubles sur une seule page produit, et il y en avait environ 30 comme ça. Je me demande vraiment quoi faire dans ces situations. Et le meilleur, Wildberries a carrément dit « Non, désolé, débrouillez-vous, c'est complètement foutu ». Parfois, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas faire du commerce ou le faire ailleurs. En même temps, Wildberries achète des projets spatiaux, achète des putains de baleines dans l'océan Pacifique, mais ils ne peuvent pas indemniser leurs propres vendeurs pour ces pertes. Génial, vraiment super. Merci Wildberries, allez vous faire foutre. Fermez juste votre putain de plateforme. Peu importe les souhaits de ma mère, je ne suis pas avocat, et je ne comprends rien au droit russe.
Mais malgré tout, voici un bon reportage qui explique exactement l'impact que cette frappe va avoir sur les Russes qui vendent sur Wildberries. Des Russes qui ont investi des millions de roubles dans la gestion de leur entreprise, dont les produits étaient stockés à cet endroit ou à ces endroits. Regardez ce reportage. La destruction par des drones ukrainiens de 2 immenses entrepôts Wildberries près de Moscou est une catastrophe majeure pour l'économie russe, qui causera bien plus de dégâts que la perte annoncée de 1,2 milliard de dollars de marchandises. Voici pourquoi. Alors que Wildberries, l'entreprise, peut absorber la perte de 2 de ses plus grands entrepôts, elle n'aura pas à indemniser les vendeurs, puisqu'elle a très récemment décliné toute responsabilité pour les pertes causées par des actions ennemies. L'impact de cette attaque sur l'économie au sens large sera significatif. Et comme je l'ai mentionné il y a 1 minute, ils ont modifié le contrat il y a 10 jours. Comme par hasard. Mais malgré tout, Wildberries est souvent appelé l'Amazon russe, mais il joue un rôle bien plus dominant dans l'économie russe qu'Amazon dans les économies occidentales. Depuis sa fondation en 2004, elle est devenue l'une des entreprises les plus structurellement importantes de l'économie russe. Wildberries et son rival, Ozon, contrôlent 77% du marché du commerce électronique en Russie. Wildberries à lui seul en contrôlant 45%. Les drones ukrainiens ont frappé le cœur du succès de l'entreprise, ses vastes entrepôts. Lors de l'attaque de style électro samedi, Wildberries aurait pu perdre 350 000 mètres carrés de capacité logistique. L'esprit humain ne peut pas vraiment imaginer 350 000 mètres carrés, mais cela correspond à environ 50 terrains de football, surtout après la Coupe du Monde. J'espère que vous pouvez imaginer 50 terrains de football. Eh bien, c'est à peu près, ce qui a été détruit, rien que dans ce seul endroit. Il y en a 2 autres. Ce site à lui seul représentait entre 7 et 15% de tout l'espace d'entrepôt de l'entreprise. Donc, tout l'espace d'entrepôt de la société a été détruit en une seule frappe. Ajoutez encore 200 000 mètres dans un autre endroit. Et bien sûr, ce rapport est sorti le 19 juillet, donc un jour avant que la deuxième frappe n'ait eu lieu hier. Cette frappe a aussi détruit un autre entrepôt, qui possédait encore des centaines de milliers de mètres carrés de stockage, probablement en partie détruits, mais pas entièrement. Des centaines de millions d'articles ont sans doute été détruits lors de cette attaque, causant d'énormes pertes aux commerçants, et probablement la faillite de beaucoup. Des milliards de roubles de taxes sur les ventes et d'impôts sur le revenu seront sans doute perdus pour l'État après cette frappe. L'impact sur la logistique militaire russe sera aussi probablement très grave. Wildberries et Ozon sont devenus des canaux clés pour les matériaux à double usage et les fournitures non létales aux soldats au front. Cela comprend des drones, pièces de rechange, équipements de vision nocturne, bottes, uniformes, générateurs, etc. L'entreprise mettra aussi longtemps à se rétablir. Après que son entrepôt près de Saint-Pétersbourg a été détruit par un incendie en janvier 2024, la reconstruction a pris 1 an et demi. La destruction de la structure est 7 fois plus grave et étendue. Il faut se rappeler que cibler ces entrepôts ne mettra pas fin à la guerre, mais compliquera la poursuite des combats pour les Russes. Cela accroîtra sûrement le mécontentement populaire et renforcera le souhait déjà répandu d'arrêter rapidement les combats. Et devinez quoi ? En parlant des faillites, les faillites russes ont déjà augmenté, à cause de la situation économique, de l'inflation, et vous savez, des nouvelles taxes que Poutine introduit. Et cette attaque conduit en fait des gens à admettre publiquement qu'ils doivent déclarer faillite à cause de ce qui vient de se passer. Je suis juste en train de pleurer. Putain, c'est génial. Ça veut dire que, eh bien, tout est parti. Regardez, je dirige une entreprise. Je suis une petite entrepreneuse. Oui, j'essaye de gérer une entreprise depuis 4 ans. 4 ans à tenter de gagner de l'argent en endurant toutes sortes de galères. Cette année, j'ai fermé ma boutique et suis retournée dans ma ville natale, quittant Moscou. J'ai survécu à plein de problèmes de trésorerie, des dettes fiscales, absolument tout. Mon stock saisonnier est resté bloqué à la douane pendant 1 mois et demi, en pleine saison. Et alors? Maintenant, c'est l'entrepôt qui est en train de cramer, là où j'ai un tas de marchandises qui valent des putains de millions. Et il y a 10 jours, Wildberries a sorti de nouvelles conditions et nous a bien sûr forcé à les signer, en précisant que les frappes de drones ne sont pas couvertes par l'assurance. Évidemment, ils ne paieront pas 1 centime à qui que ce soit. Un nombre impressionnant de mètres carrés partis en fumée. Bien sûr, ils diront que tous les stocks ont disparu. Je ne sais pas quoi faire. Vendre la voiture, l'appartement, je ne sais pas. Merde, j'en ai tellement marre de tout ça. Putain, je suis tellement foutue. Maintenant, cela nous ramène à l'histoire que j'ai annoncée au début de la vidéo. Les personnes les plus riches de Russie regardent tout cela et placent discrètement leur argent à l'étranger, parce qu'elles voient ce qui se passe et ce que Poutine va faire ensuite.
À cause de tous les problèmes dont nous parlons, Poutine va s'en prendre à l'argent que possèdent d'autres personnes, car il a besoin de financement pour continuer la guerre, et c'est pour cela qu'il déplace leur argent à l'étranger. Mais avant d'en parler, il y a quelque chose d'important que je dois aborder. Ce que je n'ai jamais aimé sur YouTube, c'est quand les créateurs demandent « soutenez la chaîne » sans rien offrir en retour. Je l'ai déjà fait, donc je sais que ce n'est pas correct. Et j'ai toujours pensé que c'était à l'envers. C'est exactement pour ça que nous avons créé Basics Insider. En devenant membre, vous soutenez notre chaîne et recevez quelque chose de précieux en retour. Chaque jour, nous mettons en ligne des vidéos exclusives qui n'apparaissent pas ici sur YouTube parce que honnêtement, nous ne pouvons tout simplement pas les publier ici. Nous approfondissons bien davantage les sujets que nous traitons. Nous passons plus de temps sur des détails qui ne rentrent pas dans ces vidéos, et, bien sûr, sur des détails que l'algorithme n'aime pas. Nous faisons aussi appel à des vétérans militaires expérimentés comme Chuck Farr pour analyser les images du front, expliquer la situation réelle et distinguer faits et propagandes. Chez Basics Insider, notre principal avantage est de ne pas dépendre de l'algorithme, car sans financement publicitaire, nous n'avons pas à craindre qu'ils mettent notre contenu en avant. Nous pouvons couvrir des sujets que nous n'aurions pas abordés autrement parce que nous ne nous soucions pas des annonceurs. C'est aussi une couverture non censurée et approfondie pour ceux qui veulent comprendre ces conflits au-delà des gros titres. Bien sûr, votre adhésion nous aide aussi. En réalité, l'algorithme YouTube change sans cesse. Les revenus publicitaires varient, et les vidéos recommandées un jour disparaissent le lendemain. Donc, construire une communauté de membres signifie que nous pouvons continuer à proposer une couverture médiatique indépendante sans dépendre entièrement d'un algorithme. Si vous souhaitez des analyses approfondies et soutenir notre travail, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous ou allez sur basicsinsider.com. Au fait, si vous êtes sur l'application YouTube sur votre iPhone ou Android, le prix est plus élevé parce que l'App Store prélève ses propres frais. Donc, si vous ne voulez pas payer ce prix, vous pouvez aller sur notre chaîne via un navigateur, sur votre téléphone ou sur un ordinateur. Nous serions ravis de vous compter parmi nous et merci beaucoup pour votre soutien. Et maintenant, revenons à notre vidéo. Les oligarques déplaçant leurs richesses hors de Russie ont provoqué le pire effondrement de la bourse russe depuis une génération. Avant d'aborder les oligarques, laissez-moi vous montrer l'état actuel de la bourse avec ce rapport. La bourse russe vient d'enregistrer sa plus longue baisse continue depuis 1997. C'était avant ma naissance. L'indice de la bourse de Moscou, qui suit 46 des plus grandes entreprises russes cotées en bourse, a chuté de 9% cette semaine pour atteindre 1900 points. C'est le niveau le plus bas de l'indice depuis octobre 2022. Depuis le début du mois d'avril de cette année, la bourse russe a chuté d'environ 30%. Et voici le chiffre qui met cela en perspective. Les actions russes, donc les titres russes, se négocient désormais à peu près au même niveau nominaux qu'à l'été 2016. Près de 10 ans de gains boursiers perdus. Si vous êtes investisseur russe, vous n'êtes sûrement pas satisfait. Il est logique que les oligarques et les élites déplacent leur argent à l'étranger. Mais cela empire la situation en retirant des fonds du marché boursier national. Voici le rapport de Bloomberg. De nombreuses personnes très riches de Russie, dont des proches de Vladimir Poutine, ont transféré des milliards de dollars à l'étranger au cours de l'année écoulée, inquiètes pour l'économie et le budget du pays. Les saisies d'actifs très médiatisées ont intensifié les craintes parmi les membres de l'élite russe que l'État puisse confisquer leurs richesses ou qu'ils puissent perdre leur fortune. C'est ce qu'affirment 6 Russes fortunés et d'autres personnes qui connaissent la façon de penser de plusieurs milliardaires du pays. Maintenant, si vous avez regardé nos vidéos, vous savez que c'est quelque chose que Poutine fait déjà. Au cours de l'année écoulée, il a confisqué environ 60 milliards de dollars de patrimoine à des particuliers russes. Voilà pourquoi certains observent la situation et pensent « Attendez, l'économie chute. Il vole déjà de l'argent à d'autres milliardaires. Il viendra sûrement me prendre pour cible ensuite. » Alors ils déplacent lentement leur argent hors du pays. Et dans un instant, je vais vous le montrer. L'ancien premier ministre russe en parle. Et c'est un homme qui a effectivement travaillé personnellement avec Poutine pendant 4 ans, puis il s'est opposé à Poutine. Mais avant cela, suivons l'argent. Regardons où ces oligarques placent réellement leur fortune. Selon des sources de Bloomberg, les portefeuilles des milliardaires russes se sont fortement orientés au cours de l'année écoulée vers l'or, les crypto-monnaies, les propriétés à l'étranger et les fonds d'investissement privés, en particulier les fonds de capital investissement basés dans les États du Golfe. Ce détail mérite attention, car il y a de plus en plus de spéculations aux États-Unis sur des milliardaires russes et chinois, plaçant leur capital dans des sociétés de capital investissement et des fonds de capital risque occidentaux, sans divulgation complète de l'origine de ces fonds. Et cela complique un peu les choses,
car certaines de ces sociétés de capital investissement et ces fonds de capital risque investissent dans des entreprises et des secteurs liés à la sécurité nationale, qui sont sensibles du point de vue de la sécurité nationale. Donc, le fait qu'on ne sache pas exactement d'où ils tirent cet argent. Et je ne sais même pas si c'est vraiment illégal. Je suis sûr que ce n'est pas illégal, si ces grandes entreprises le font. Le fait qu'ils puissent investir dans des entreprises dont nous ne voudrions pas qu'un milliardaire chinois ou russe ait connaissance soulève des questions. C'est un sujet pour une autre vidéo, nous en parlerons plus tard. Si cela vous intéresse, vous pouvez approfondir la question. Concernant les sorties de capitaux en Russie, la situation est si grave qu'un groupe de réflexion soutient ouvertement le Kremlin. Ce groupe de réflexion alerte désormais sur une possible crise bancaire en Russie. Et c'est important parce que vous savez, si quelqu'un qui est pro-Kremlin dit cela, on est presque obligé de croire que c'est peut-être beaucoup plus grave que ce que vous pourriez penser. Nous avons une vidéo montrant une femme russe allant retirer de l'argent à la banque. Sans juger son apparence, elle ne semblait pas milliardaire. C'était juste une femme russe ordinaire et on ne lui a pas permis de retirer son argent. Cela signifie que la crise bancaire pourrait arriver plus tôt que beaucoup de gens ne le pensent. Regardez cet extrait. Pour ceux d'entre vous qui ont de l'argent sur un compte d'épargne, avez-vous déjà eu une mauvaise surprise de la part de votre banque? Une amie a déposé 20 millions sur un compte d'épargne, recevait un revenu mensuel, puis a décidé de retirer les fonds. Et la banque lui dit « Pouvez-vous nous fournir une preuve de l'origine de cet argent? » Il ne peut pas le prouver car les revenus n'étaient pas déclarés. Et il ne peut pas confirmer. Tout cela nous amène à l'ancien Premier ministre russe et aux commentaires qu'il a récemment faits. Il s'appelle Mikhail Kochinov. En l'an 2000, lorsque Vladimir Poutine a remporté sa première élection présidentielle, Kochinov, ce type, a été nommé Premier ministre de la Fédération de Russie. Il a occupé ce poste pendant 4 ans. Il a passé presque tout le premier mandat de Poutine à l'observer et à travailler avec lui. Je pense qu'il était très proche de Poutine. Donc, cela signifie qu'il connaît Poutine mieux que la plupart des gens dans le monde, surtout ceux qui sont prêts à donner des interviews. Ensuite, après que Poutine a terminé son 2e mandat en tant que président, il ne pouvait plus se présenter à nouveau, à cause de la constitution russe de l'époque. Cet homme voulait se présenter à ce poste et devenir président, mais il a été écarté et interdit de se présenter à l'élection. Il a donc créé un parti d'opposition en Russie. Et ensuite, il a continué à s'opposer à Poutine pendant les 14 années suivantes, jusqu'en 2022, lorsque Poutine a envahi l'Ukraine. C'est à ce moment-là qu'il a quitté le pays pour sa propre sécurité, parce qu'il s'opposait très ouvertement et publiquement à cette invasion. Il était vraiment contre ce que faisait Poutine, et il a vu ce qui arrivait aux personnes qui s'exprimaient contre cette invasion de l'Ukraine. Alors il est parti dans un autre pays, et a continué son combat, tout en restant connecté à l'intérieur de la Russie. Comme tu l'imagines, il fréquentait les cercles les plus élevés en Russie, et connaît donc des informations inaccessibles au commun des mortels. Et voici ce qu'il partage sur ce que ressentent les élites russes. Écoute bien. Qu'est-ce que tu entends alors? Que disent les gens à l'intérieur de la Russie? Tu sais, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils se sentent blessés, démoralisés? Donne-nous une idée de l'ambiance. La peur. Une peur totale. Pour tous les militants, une peur totale. Ils ne peuvent pas, vous savez, juste pour avoir critiqué le gouvernement. Vous pouvez prendre 6, 8, 10 ans ou 25 par exemple. Moi, ils m'ont déjà ajouté à la liste des terroristes. J'ai vu. Oui, et c'est pour ça que si je reviens, ils me condamneront à vie parce qu'ils s'attendent à ce que je change le gouvernement et que je dirige ça ou quelque chose comme ça. Oui. La peur touche aussi les élites, Mikhail? La même peur. Les gens ne peuvent pas s'échapper. Ils comprennent qu'ils sont comme des otages, tous ces ministres, et ceux des échelons inférieurs. Ils servent Poutine simplement parce qu'ils doivent survivre. Mais ils rêvent tous d'arrêter la guerre parce qu'ils comprennent que c'est déjà fini. Oui, le coût humain, le tribut humain que cela a imposé à la Russie. Je peux seulement imaginer ce que certaines familles et mères ressentent. C'était l'une des interviews les plus intéressantes que j'ai entendues depuis longtemps. Je vous recommande vraiment d'y jeter un œil. Elle dure environ 10 minutes et passe sur CNN. Il suffit de chercher CNN, Premier ministre russe, ou ancien Premier ministre russe. Vous le trouverez sur YouTube. Mais plus tard, dans l'interview, il parle aussi de comment est Poutine en personne. Comment était-il dans les premières années de sa présidence et comment est-il aujourd'hui? Écoutez bien, car c'est vraiment une analyse très intéressante. Et ils ont décidé, et Poutine a décidé de simplement fermer les yeux et de ne pas trop critiquer le président Bush à ce sujet. Et Poutine croyait que c'était un contrat tacite.
Il interprète le droit international comme il le souhaite, mais en même temps, il ne critique pas et ne crée pas de problème à Bush concernant l'Irak. Comment le décririez-vous aujourd'hui? Maintenant, c'est un vrai gars du KGB. Avant, à mon époque, il se présentait au président Yeltsin, à moi et à mes collaborateurs au Parlement, quand nous le soutenions tous, simplement comme une personne dévouée au changement démocratique. Mais à un stade ultérieur, il a perdu cela. Il a fait semblant d'être une personne démocratique et il en avait l'air. Maintenant, elle est vraiment quelqu'un avec, je dirais, une vision du monde erronée, une mauvaise conception du monde. Narcissique, vous savez, avec de grandes idées sur lui-même et sur la place qu'il pense occuper dans l'histoire. Qu'en pensez-vous? Garder le pouvoir. Ne pas garder le pouvoir personnel, c'est la seule raison. Garde le pouvoir personnel. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle Union soviétique. Non, ce n'est pas une question d'histoire ni d'avenir du pays. C'est pourquoi parfois les gens en Occident et les dirigeants occidentaux prennent des décisions. Ils comprennent que Poutine devrait comprendre que ce n'est pas bon pour le pays. Il s'en moque. Il ne pense qu'à lui, à ce qu'il fera aujourd'hui, peut-être demain, mais pas plus loin. Maintenant, il n'y a pas que les élites russes qui ont peur. Poutine lui-même a aussi peur parce qu'il y a des commandos d'assassins ukrainiens qui opèrent à l'intérieur de la Russie et ils mènent très régulièrement des missions réussies. Tout récemment, voici ce qu'ils ont fait. Regardez le reportage. L'un des architectes de la guerre de la Russie a été neutralisé. Selon des sources ukrainiennes, Andrei Tissarav, un ingénieur principal en moteur d'avion chez USC Kuznetsov, a été éliminé à Samara. USC développe et entretient les moteurs des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22 de la Russie. Ce sont les mêmes avions responsables d'innombrables frappes de missiles contre les villes et civils ukrainiens. Selon les rapports, l'opération a été menée par une unité de volontaires jusqu'alors inconnue, les détachements de Boudanov. Selon le groupe, chaque criminel de guerre russe et toute personne facilitant les crimes de l'armée d'occupation russe sera poursuivie où qu'elle soit. Chaque crime russe a été documenté et attribué aux responsables. Le châtiment est inévitable. Il existe en fait une vidéo de cet assassinat, et elle est très explicite. Nous n'allons donc pas la diffuser sur la chaîne. Nous n'allons la diffuser nulle part. Je regrette d'avoir regardé ces images. Donc, je ne vous recommande pas d'aller la chercher. Comme mentionné, dans notre abonnement Basics Insider, nous proposons des analyses exclusives de vétérans comme Chuck Farr sur la situation en première ligne et à l'intérieur de la Russie. Donc, si vous voulez devenir membre, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rejoindre ci-dessous ou en allant sur basicsinsider.com. Vous soutenez la chaîne, mais pas seulement. Vous obtenez aussi des vidéos exclusives chaque jour. Quoi qu'il en soit, voici un extrait de notre analyse la plus récente que nous avons réalisée avec Chuck Farr. Écoutez bien. Un char T-90. Ouais. Donc, c'est l'un des meilleurs chars de la Russie. C'est une version ancienne, je ne pense pas que ce soit une variante M. Vous pouvez voir qu'il tire. Vous pouvez voir le commandant en haut. Il est penché hors de la trappe. Ils sont, vous savez, en train de rôder. Il va tirer un autre coup ici. Et maintenant, nous allons avoir une introduction à la mine anti-char. Il s'engage sur la route. Et la voilà. D'accord. Et tu vois ce flash de feu caractéristique. Au fond de ce char, il y a un carrousel d'obus. Et chaque obus a 1 ou 2 sacs de poudre propulsive. Ils sont juste dans ces sacs. Avant, c'était de la soie. Maintenant, c'est du nylon. Donc, tu charges l'obus, puis tu charges la poudre. Ce n'est pas de la poudre en vrac, mais elle est dans ces paquets. Et c'est un défaut de conception de tous ces chars russes. Dans les années 50, ils ont décidé qu'ils pourraient construire des chars plus petits et plus bas s'ils se débarrassaient du chargeur. Il n'y a donc que 3 membres dans l'équipage, chef de véhicule, conducteur et tireur. Dans un char américain, on ne se tient pas debout sur les munitions. Elles sont derrière vous, dans un compartiment arrière, et il y a une porte anti-explosion. Et chaque fois que vous voulez charger, c'est un être humain qui prend l'obus, se retourne et l'insère dans la culasse. Et les États-Unis utilisent principalement des obus qui ressemblent à de grosses balles. Donc la charge propulsive est dans, vous savez, une grosse cartouche, n'est-ce pas? Donc du laiton à l'arrière et une extrémité pointue à l'avant. Oui, mais ça arrive chaque jour. Et tu peux voir à quel point c'est miné, non? Donc l'erreur ici, c'était probablement de traverser la route.
C'est fou. Ça en dit aussi sur leur façon de traiter les soldats, comme leur façon d'accorder de la valeur à la vie des soldats, je suppose. Ne pas avoir de porte anti-explosion ou de compartiment anti-explosion. Ouais, eh bien, et ils ne font rien pour corriger ça. Tu sais, ils ont maintenant le T-14 Armata, mais tu sais, il a défilé dans quelques parades, il est tombé en panne dans l'une d'elles. Il y en a probablement moins de 20 et ils ne sont pas prêts pour le service actif. Et ils ont un compartiment pour l'équipage avec 3 personnes à l'intérieur et il est totalement isolé du canon. Tout est à l'arrière, tout fonctionne, vous savez, avec des commandes à bouton poussoir, ce qui est absolument génial, sauf si vous perdez l'alimentation. Et là, c'est comme si vous étiez dans une salle d'arcade sans plus aucune pièce. Donc, C'est celle dont tu m'avais averti. d'accord, tu vois ces insignes d'identification rouges? Oui. Oui, d'accord. Vas-y, tu risques de ne jamais oublier celle-là. Ouais, mais je ne pense pas que tu vas pouvoir montrer celle-là. Mec, C'est un extrait récent. Le précédent était plus ancien. Les mines restent importantes. oui, c'est le cas. Et très souvent, tu sais, les drones plus lourds vont larguer les mines, ou même ne pas les larguer, mais les mettre en place. Et tu fais des choses comme prendre une mine anti-char et, je suis sérieux, tu utilises du papier mâché, tu en mets dessus en une masse, puis tu ajoutes de la terre, des brindilles et des cailloux, tu sais, des cailloux en polystyrène. Et tu m'entendras le répéter. Je veux dire, c'est comme ça que 95% des pertes russes se produisent exactement de cette façon. C'est un drone, pas des tirs de fusil, des armes indirectes, des mortiers, de l'artillerie. Ce sont des drones, c'est tout ça à la fois. Mais si ta maman reçoit une lettre en Russie disant que tu as été tué, tu es parti comme ça. Ouais. C'est triste. C'est triste, la guerre, c'est nul. Mais ces gars-là peuvent y mettre fin, qu'ils rentrent simplement chez eux. Ils s'en plaignent. Tu as vu? Pascal se plaignait de la guerre aujourd'hui? Ouais, écoute, c'est leur droit. 2 entités ne survivront pas à cette guerre. Tu sais, si l'Ukraine perd cette guerre, elle n'y survivra pas. Tu peux imaginer la clémence russe. Mais l'autre qui ne peut pas la perdre, c'est Poutine. C'était son idée. C'était son grand coup, mec, et il en paye le prix. Prochain sujet. Le combat dans le système de tranchée ou dans la tranchée. Donc, là encore, on peut juste lancer la vidéo, je suppose. On a quelques anglophones ici. Il existe une autre vidéo avec uniquement des anglophones, un contact prolongé. 2026 au fait. Oui, c'est 2026. D'accord, donc il y a contact. Ce gars faisait en fait la bonne chose. Tu ne veux pas être contre un mur. Tu veux être à un pied du mur parce que si une balle le touche, elle ne rebondit pas comme une boule de billard, elle va longer le mur. Lorsqu'elle touche le mur, elle descend ensuite à environ 25 cm de celui-ci. Je me serais un peu abrité derrière cette poutre. Et encore une fois, je dois dire que franchement, je déteste jouer les donneurs de leçons après coup, surtout quand les gars sont sur le terrain, tu vois. Je déteste faire ça. C'est juste. Donc, je vais simplement te donner les astuces de pro. Donc, je crois que ce gars a été blessé dans cette situation et je crois qu'une balle a touché son casque, ce qui me dit, ouais, tu peux voir qu'elle a touché le mur là-bas. Donc, quelqu'un essayait de lui mettre une balle dans la tête, donc ils étaient là-bas. Tu dois bouger maintenant. Ils se sont installés là-bas. Je couvre la fenêtre. Ouais, mais j'essaie de comprendre où sont les méchants, ce qui se passe. Celui qui a fait cette tranchée l'a fait comme il faut. Mais tu sais, je pense que c'est probablement une tranchée ukrainienne. C'est une tranchée ukrainienne que les Russes essaient de prendre d'assaut. Ouais, ils y sont entrés. Et voici un petit conseil, tu sais. Je ne joue pas à ces jeux de tir à la première personne, mais il ne faut jamais envoyer un homme là où tu peux envoyer une grenade. D'accord. Et en cas de doute, les méchants sont tous là-bas, donc tu sais, tu as une grenade. Lâche-la simplement. Laisse-les s'en occuper. Où est-elle? D'accord, super. Quand tu lui as tiré dessus, tu étais ici? Là-bas? Juste là? Ouais, désolé, tu peux. Embrasser.
m'embrasser? L'une des choses que j'aime à propos de ça, Sam, c'est que l'une des choses les plus difficiles à faire au combat, c'est de savoir ce qui se passe. Je veux dire, tu vois, ce n'est pas un jeu vidéo. Tu ne sais pas où sont les méchants. Tu sais, c'est plus comme ça que comme dans les films. Tu te dis, d'accord, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, on a un gars qui est blessé.